Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Je vous remercie déjà de nous répondre. Je crois que vous êtes au Brésil. Vous allez nous expliquer un petit peu votre vie où vous parcourez souvent le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'émission Zoom où nous allons parler d'un de vos derniers ouvrages, de la diversité au séparatisme, le choc des civilisations, ici et maintenant. Un ouvrage que vous avez terminé d'écrire le 31 mai 2021. Pour commencer, toute première question, Driss Ghali, vous choisissez de commencer cet ouvrage en relatant l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et en revenant également sur les réactions que cet incendie a suscité. Pourquoi ce choix? Eh bien, je pense que certaines réactions à l'incendie de Notre-Dame ont été tout simplement indécentes et tout à fait exemplaires et édifiantes de l'état de notre société où vous avez l'ennemi à la maison. C'est comme si vous aviez un couple qui a décidé de se séparer, qui se déteste, mais qu'on oblige à vivre sous le même toit. Donc ça donne des engueulades, ça donne des coups bas, des choses assez médiocres. Et je me rappelle d'une étudiante lilloise, je crois, qui disait, voilà, pourquoi est-ce que ces blancs se plaignent de ce tas de bois qui fume? Et je trouve ça extrêmement indécent, mais tellement représentatif de ce qui est devenu la société française. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être votre parcours personnel? Vous êtes né au Maroc, de parents marocains. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout cela? Eh bien, mon parcours personnel est le parcours, j'espère, d'un mûrissement. J'espère que j'ai un peu mûri dans ma vie. J'ai 43 ans. Donc, je suis né dans un milieu marocain musulman extrêmement sécularisé. Mes parents aimaient beaucoup ont été formés par la France hein, dans le cadre de la fin de la colonisation, soit mon père ou ma mère qui étaient plus jeunes. On m'a appris à l'école à aimer la France. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans pour faire mes études supérieures. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine des télécommunications, du télécommunications mobile, ce qui m'a amené à m'expatrier au Brésil pour des raisons professionnelles. Donc, je vis au Brésil depuis 10 ans, qui est un pays de la diversité, du métissage et de l'assimilation. C'est une autre assimilation que l'assimilation française, ça n'a rien à voir, mais c'est une assimilation qui marche. Et j'ai décidé disons, de sortir du placard, de l'armoire, comme diraient nos amis homosexuels, à partir des événements de Paris, Bataclan, des choses comme ça, où j'ai vu que là, on ne pouvait plus se taire. Je voyais venir déjà, je ne suis pas le seul, hein, nous sommes des millions à l'avoir compris, mais peu à parler. Donc moi, avec l'âge, là j'ai 43 ans, je me répète, me définis comme un cosmopolite, c'est-à-dire que je suis vraiment à l'aise dans d'autres cultures, mais je suis marocain musulman, mes racines sont marocaines musulmanes, et j'ai un pied dans la civilisation française, celle que j'ai vue hein, dans les années 90, parce que là elle est en train de partir, et dans ma civilisation marocaine. Je vois les problèmes des deux, je vois les qualités des deux, et je me bats pour que les deux traversent les siècles, parce que le risque dans ma vie, hein, dans les 40 ans ou 50 ans qui me restent de vivre, c'est que je pense que la civilisation française peut réellement être diluée, devenir autre chose. Et ça, je trouve que c'est un drame non seulement pour vous les Français, mais pour toute la francophonie. Hein. Que nous soyons africains, afghans, sri-lankais, arabes, nous avons besoin que la France reste la France. On ne demande pas grand-chose de plus. Hein. Alors, on voit au fil des pages de votre livre que vous ne voulez pas tourner autour du pot, vous avez une langue franche, et vous expliquez finalement que la violence de la société française, que vous regardez monter, il ne faut pas seulement la regarder avec franchise, avec honnêteté, mais il faut aussi essayer de comprendre ce qu'elle nous dit, et là encore, arrêter de se voiler la face. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, alors le déni est notre sport national. Des gens ont fait carrière sur le déni. Ils sont d'ailleurs au gouvernement sur ce déni et sur couper la langue. En coupant la langue des gens qui disent la vérité, ces gens sont arrivés au pouvoir. Mais ça, c'est pas très important parce qu'on va vite les oublier. Vont rester les problèmes. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui en France, c'est un clash de civilisation. Vous avez mis en France trois oiseaux malades. Vous avez une civilisation française qui est malade. Hein, elle n'a pas eu besoin des immigrés pour tomber malade. Hein. Je vous rappelle que M. Blanquer n'est pas un Pashtun. Monsieur Macron n'est pas descendant d'immigrés kabyles, hein, ils sont du cru. Vous avez une civilisation malade qui est la civilisation maghrébine, qui est la mienne, qui n'est pas purement arabe et musulmane. C'est maghrébine, c'est vraiment, elle a pris des caractéristiques arabes, berbères, musulmanes, mais elle n'est pas que musulmane. C'est une civilisation malade, hein, sinon le Maghreb aurait réussi. Hein. Et vous avez une civilisation africaine qui a beaucoup de charme, très intéressante, mais qui est malade. Hein.
Sinon, les gens ne quitteraient pas l'Afrique pour se noyer dans la Méditerranée, des gens jeunes, hein, de 15 à 20 ans. On a mis ces 3 oiseaux malades. Déjà, ce n'est pas une bonne idée. On les a mis en France. Et en plus, ces civilisations, on les a armées avec une population qui se compte par millions. Donc, vous avez aujourd'hui plusieurs millions d'Africains et de musulmans maghrébins en France. Donc, ces civilisations, à quoi elles jouent? Eh bien, elles jouent à la guerre des civilisations. Parce que les civilisations, elles ne connaissent pas, elles ne sont pas humanistes, elles ne sont pas sympas. Les civilisations, elles connaissent la collaboration, mais à distance. C'est-à-dire que Byzance fait du commerce avec la Scandinavie. Il y a 3000 km. Le Maroc fait du commerce avec la France. Il y a 2000 km. Là, quand on les met en promiscuité, elles n'aiment pas la colocation des civilisations. Elles n'aiment pas ça. Donc, elles se mettent en concurrence. Cette concurrence, elle se déploie par les peuples. Vous avez aujourd'hui des diasporas. Vous avez au moins 2,5 millions d'Algériens en France, plus d'1 million de Marocains, 700 000 Turcs. Donc, ces diasporas sont, entre guillemets, instrumentalisées. Elles jouent à la guerre des civilisations sans le savoir. D'où vous avez l'ultra-violence, qui n'a rien de social. Enfin, il y a un peu de social, certainement, mais le voyou est une munition. La racaille que nous détestons tant est une munition au service de cette guerre des civilisations. Parce que le type, il tape toujours sur le peuple qu'il faut humilier. Et aujourd'hui, le peuple qu'il faut humilier, en particulier, qu'il faut rabaisser, c'est le peuple de souche. Ce peuple-là est humilié des centaines de fois par jour par ce voyou, qui a donc un rôle politique. Il a un rôle politique. Donc, à la limite, c'est même plus une question de police ou de justice. Vous avez un problème politique aujourd'hui. Le voyou, à chaque agression, il rabaisse le peuple de France. Donc, il passe un message politique pour lui dire « tu n'es plus chez toi ». C'est d'une extrême gravité. Contre ça, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont combattu la France au Maroc pour le 10e de ça. Parce que dans notre village, nous, au Moyen-Atlas, on n'a pas vu la France. La France, on l'a vu passer en bas de la plaine à Fès, parce que la France n'était pas très présente dans les colonies, à part en Algérie, c'était spécial. Mais dans les autres colonies, il n'y avait pas beaucoup de Français, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'effectifs militaires ni civils. Là, en France, vous vivez, mais 100 fois plus de ce que nous vivons, nous avons vécu, enfin mes grands-parents, je pense, ont vécu dans les années 40 et 50. Alors justement, c'est assez violent ce que vous dites, puisque vous évoquez notamment l'attaque à Charlie Hebdo en 2015, où les frères Kouachi, non contents d'assassiner plusieurs journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo, assassinent également des policiers, des agents de sécurité, etc., etc. Et vous dites qu'ils ont voulu castrer la France. Pourquoi avoir utilisé ce terme particulier avec une connotation, j'allais dire, sexuelle, viriliste presque? Oui, malheureusement, le monde est viriliste. Ça a échappé à nos chers, à Madame Schiappa, à Madame Borne, à Madame Belkacem. Dommage, mais le monde est têtu. Le monde est viriliste et d'ailleurs la Tour Eiffel, les obélisques, tout ça, c'est son symbole viriliste. Aujourd'hui, vous avez un pays, ce sont des symboles. Et le symbole, la police, c'est un symbole. La police est le symbole de notre souveraineté déléguée. Nous avons renoncé à la violence, aux armes, et nous avons donné le monopole de la violence aux gendarmes. Les gendarmes sont des gens qui ont des armes. Donc, quand quelqu'un tue un policier, notamment M. Marabt Mustafa, qui a été tué, il a demandé la clémence aux Kouachi, qui lui ont quand même tiré dessus. Quand on tue un policier, quand un policier demande la clémence, c'est nous tous qui avons été castrés, hommes et femmes. Hein, parce que la police, vous dit, c'est le symbole de notre puissance. Donc, nous sommes tous impuissants. Et c'est un message politique qui est à la limite indépassable. Qu'est-ce que peut faire la police française? Que peut faire l'armée française pour effacer ça? Rien. Ça a eu lieu, c'est comme le 11 septembre, ça a eu lieu. Et on peut faire toutes les danses du ventre du monde, acheter des bombes nucléaires, bombarder l'Ukraine ou pas. Nous avons été humiliés chez nous. Et c'est un message politique qui est malheureusement passé tous les jours. Là, c'est exponentielle, mais c'est tous les jours. Vous avez vu les policiers lynchés à Lyon récemment. C'est le même message et malheureusement, nous ne voulons pas l'écouter. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que là, vous faites un parallèle justement entre ce fait divers qui s'est attaqué à 2 personnes qui se sont attaquées à des policiers à Lyon, avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Pourtant, on vous dirait, on vous opposerait que dans un cas, il y a du terrorisme islamiste, et de l'autre, c'est malheureusement des faits divers, une violence quotidienne, j'allais dire, mais il n'y a pas cette notion de responsabilité que l'on peut pointer vers l'islam. Alors, l'islam n'est qu'une partie du problème. Hein. L'islam n'est qu'une partie du problème. C'est le sommet de l'iceberg. C'est un problème. L'islam est un problème pour nous les Maghrébins, mais c'est un problème que nous aimons, que nous gérons, c'est notre identité. Toute identité est problématique, je veux dire. Personne n'est vraiment content. Hein, je veux dire, je connais personne d'aucune identité qui soit tout à fait heureuse. Donc,
C'est notre problème à nous. À la limite, on le connaît. Donc, on l'aime bien comme ça. Et c'est un problème pour vous parce qu'on est tout à fait différents. On ne peut pas se mélanger comme ça. L'immixtion entre nous est très difficile. Mais il n'y a pas que l'islam. Vous avez un problème de clash de civilisation. C'est-à-dire que le maghrébin n'est pas le français. Le pachtoun n'est pas le français. Et vous avez dans ces faits divers un problème de clash de civilisation. C'est-à-dire que le malaise est bilatéral. C'est-à-dire que le français se sent agressé quand il voit une femme voilée, mais nous aussi, musulmans, on se sent agressé quand on voit un couple gay s'embrasser ou quand on voit une femme en mini-jupe ou quand on voit quelqu'un qui mange pendant le ramadan. Là, on n'est pas dans le salafisme, là on est on est dans autre chose, on est dans le mode de vie, dans le rapport à l'homme, à la femme. Par exemple, quand vous dites liberté, pour vous les Français, la liberté, quelque chose de positif. Pour nous, c'est un danger. Parce que chez nous, dès qu'on a la liberté, c'est la liberté de rasier, la liberté de voler, de conquérir, la liberté d'abuser, la liberté de l'arbitraire. Donc chez nous, nous avons toujours voulu enchaîner l'être humain. On ne lui fait pas confiance. Parce que notre histoire, c'est une histoire de razzia, de grands, les émirs, les caïds, tout ça. C'est notre histoire. Chez vous, vous avez libéré l'être humain parce que vous l'avez civilisé en profondeur. Donc, Charlie Hebdo, le Stade de France, Lyon, vous avez le même malaise. C'est-à-dire que les Kouachi, même s'ils étaient bouddhistes, ils auraient été mal en France. Parce qu'ils ne sont pas. On les a. On leur demande de s'assimiler, de devenir français, mais ça veut dire mourir. L'assimilation est une petite mort. C'est un sport d'élite. C'est bien pour les gens qui ont fait normal sup ou qui pourraient faire normal sup. Vous voyez, c'est pour une petite élite. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question j'allais dire, de synapses et de neurones. Donc, ces gens-là sont agressés par leur seule présence en France. Et la question de fond, qui est le génie qui les a amenés en France? Alors justement, on va revenir à cela parce que vous expliquez que finalement nous subissons un effondrement généralisé. Vous pointez du doigt, bien entendu, l'effondrement de l'éducation nationale, mais aussi l'effondrement du politique. D'ailleurs, vous dites le poisson pourrit toujours par la queue, et c'est un peu à ces politiques auxquelles vous faites référence. Comment expliquez-vous aussi que cette élite à laquelle vous faites référence se délite peu à peu et devienne de moins en moins une élite, en tous les cas, que l'on peut admirer et suivre? Alors, je pense qu'il y a au moins deux phénomènes. Il y a le premier phénomène, c'est la guerre civile française. La France est un pays de guerre civile, comme les États-Unis d'ailleurs, ou l'Espagne, ou un peu l'Algérie, ou même le Maroc aussi. Mais bon, je ne veux pas énerver les Algériens. C'est un pays de guerre civile. Depuis 1789, nous avons coupé la tête du roi, nous avons sorti les catholiques, nous avons sorti les congrégations, nous avons la gauche contre la droite, nous avons mai 68. Et cette guerre civile, aujourd'hui, elle n'a plus de sens parce que la droite a perdu. Le catholicisme en France a perdu. Pourtant, la guerre continue. Et donc, toutes ces élites de gauche, elles rongent la nation, elles rongent la chair française. C'est devenu une gangrène, c'est-à-dire qu'on s'attaque à tout. À l'esprit français, à l'école, à la langue. Je pense à l'infâme écriture inclusive. On s'attaque au niveau de la télévision, on s'attaque au sport, enfin, on s'effondre de partout. Parce que la mécanique est là. On sait faire la guerre civile, on sait détruire. La méchanceté est de leur côté, elle n'est pas de notre côté. Cette gauche-là, bourgeoise, elle est extrêmement haineuse. Sauf qu'au lieu de s'attaquer aux salafistes, à Erdogan, elle s'attaque ou à la mafia de la drogue, hein, qui est à Marseille ou à Paris. Non, elle s'attaque à la famille française, à ce qui fait encore la France. Donc, elle s'attaque à elle-même. Donc, il y a ce premier phénomène. Ça, c'est un phénomène, j'allais dire, philosophique. Et si on est plus terre à terre, il y a la corruption, tout simplement. Nos élites sont corrompues. L'épisode Covid l'a démontré. Elles sont corrompues. Elles mangent dans les mains des régimes du Sud. Je veux dire, les Rolex du Qatar, elles n'ont pas été offertes à TV Liberté. Elles ont été offertes à certains de nos illustres sénateurs de droite. Je ne parle même pas de la gauche. Le PSG, il n'est pas la propriété des industries et de la régie Renault. Il savait qu'il appartient. Vous avez beaucoup d'argent qui arrive des pays du sud de la Méditerranée, de l'argent illégal pour financer les campagnes, mais aussi de l'argent légal. Vous avez combien de riades, de grands esprits français, de grands philosophes français à Tanger, à Marrakech. Ces gens-là, quand ils vont dans les pays du Sud, ils font des bêtises. Et ces bêtises, ils subissent des chantages là-dessus. Hein. Il y a des problèmes sexuels, il y a tout ça. Et vous avez un mélange des genres économiques. C'est-à-dire que vous avez des intérêts croisés entre nos élites économiques et financières et politiques françaises. Ils investissent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique. Eh bien, le deal, c'est que je te laisse investir chez moi,
Je te laisse investir au Maroc pour que tu ne saisisses, et je te garantis la sécurité juridique. C'est-à-dire que tu mets 1 million d'euros dans une affaire, je te garantis que personne, ton actionnaire, ne va pas te les prendre. Parce que c'est ce qui arrive dans les investissements à l'international. Il y a le risque de se faire exproprier ou faire voler. Ce qui arrive notamment en Russie, hein, ce n'est pas que chez nous au Maghreb. Et donc, je te garantis la sécurité juridique, et toi, tu laisses passer X immigrés. Encore, le Maroc est un bon élève, mais vous voir ça dans la masse, Moyen-Orient, Turquie, tout ça. Donc nous avons une corruption de nos élites et elle explique beaucoup de leur déréliction. Finalement, vous expliquez qu'il y a une corruption de toutes les élites, aussi bien des pays d'immigration que d'émigration, mais on a le sentiment que certains pays seront plus en lien avec leur tradition et la civilisation dont vous parliez tout à l'heure, alors que la France, elle a un peu rompu avec cette tradition. Et quelque part, on se dit, c'est pas étonnant qu'il y ait ce fameux choc des cultures ou des civilisations, puisque la France aujourd'hui ne propose plus vraiment de modèle, ne fait plus rêver tout simplement ces gens qui peuvent venir s'installer sur son territoire. Oui, alors, je tape beaucoup sur la France, mais il faut dire aussi que les pays du Maghreb ont déjà subi cette défiguration. Que je porte aujourd'hui une cravate, j'aurais dû porter une cravate, vous voyez, je porte une chemise. Normalement, j'aurais dû vous parler en djellaba. Donc, nous avons déjà été occidentalisés très profondément. Pas suffisamment. Nous n'avons pas appris de vous la rigueur, la discipline, l'ascenseur social. La grande innovation française au Maghreb et en Afrique, c'est l'ascenseur social. D'où l'amour des Africains pour la France, de Senghor et de Houphouët-Boigny. C'est que c'était des gérontocraties. Chez eux, c'était les vieux qui commandaient. Au Maghreb, c'était les sultans et le djihadisme. Il fallait prendre le pouvoir par le djihad. Vous nous avez appris à passer le bac. Mon père a passé le bac. Il est sorti de la misère grâce au bac. Donc, vous nous avez appris l'ascenseur social. Ça, on l'a appris. Donc, nous, on a fait ce que vous subissez aujourd'hui, nous, on l'a subi dans les années 40-50. On a changé de visage. Donc, ça, d'une part. Mais alors, le problème, c'est que les gens arrivent en France, ils allument la télévision. Qu'est-ce qu'ils voient? Cyril Hanouna, Sandrine Rousseau. J'ai pas envie, à leur place, moi, de m'assimiler à ça. Vous avez les fiertés du mois LGBT. Fierté de quoi? Fierté de quoi? Alors que nous avons l'inflation, nous avons la guerre en Ukraine, on n'a plus de souveraineté, on mange dans la main de M. Biden qui nous vend le gaz plus cher que les Russes. Fierté de quoi? Et vous n'avez plus aujourd'hui le pire. C'est même pas cette histoire de mœurs, il n'y a plus de répondants. C'est-à-dire que l'État français ne veut plus punir. Or, nous venons de civilisations orientales ou africaines où la punition est bien vue. Et là, on vous dit, M. Dupond-Moretti vous dit rappel à la loi. C'est une blague. Donc, les victimes sont les Français de souche, mais aussi les immigrés. C'est-à-dire que tout le monde aspire à appartenir à quelque chose, mais on ne peut pas appartenir à une civilisation qui ne vous défend pas. Enfin, vous voyez, quand vous voyez des flics se faire lyncher, vous n'allez pas vous rallier à une civilisation où les flics se font lyncher. Vous allez vous rallier au gang qui bat les flics. C'est humain. La nature humaine n'a pas changé. La République française a changé. La nature humaine est la même. Nous cherchons toujours la protection. Or, la France ne symbolise plus la protection. Et ça, c'est très grave. Alors, vous pointiez du doigt aussi tout à l'heure le fait qu'il y avait une certaine décadence aussi dans les pays d'émigration. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans cet essai, où le moment où vous parlez beaucoup de la langue, notamment de l'arabe littéral, de l'arabe et de l'arabe oral, j'allais dire, parlé par la population, qui est finalement une forme d'arabe très dégradée. Oui, oui, c'est ce qui risque d'arriver en France avec les histoires d'écriture inclusive et de franglais. C'est-à-dire, on est en train de transférer le peuple français vers une langue de maçons, avec tous mes respects pour les maçons. Je viens d'une famille où il y avait des maçons. Une langue où on reçoit des ordres et on donne des ordres. Donc, un vocabulaire très limité, une langue opérative, opérationnelle. C'est ce qui se passe au Maghreb depuis des 500 ans, peut-être, que nous n'avons pas de langue. Nous ne sommes ni arabophones, ni berbérophones, ni francophones. Nous parlons ce qu'on appelle au Maroc la Darija, je crois qu'en Algérie on dit la même chose, c'est-à-dire un arabe extrêmement faible, extrêmement pauvre, quelques mots, peut-être quelques centaines de mots, sans beaucoup de subtilité, sans beaucoup de nuances, une langue pour recevoir des ordres et les donner, qui n'a rien à voir avec l'arabe classique, qui est une langue d'élite. L'arabe classique est une langue extrêmement rigoureuse, extrêmement belle, de poète. On parle une langue qui mélange un peu d'arabe, un peu de berbère, un peu de français, un peu d'espagnol. Et cette langue, à la limite, bon, elle n'est pas belle, on pourrait en convenir, mais elle n'a pas de dictionnaire, elle n'a pas de grammaire, elle n'a pas d'académie.
Et tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire que tous les régimes du Maghreb, ils vous disent non, non, notre problème, c'est la France, c'est Israël, c'est la mondialisation, c'est le prix du pétrole, alors qu'on n'a pas de langue. Et donc, vous avez aujourd'hui, enfin depuis toujours, vous avez une, un défaut de... On n'a pas le contact avec le monde. Aujourd'hui, en arabe dialectal marocain, le mot amour a un seul terme. Il y a l'amour, il y a la version sexuelle, la version affective. C'est grave. Alors que dans l'arabe classique, vous avez peut-être 20 ou 30 termes pour décrire l'amour. En français, pareil. Et c'est ce qui risque d'arriver en France si on continue à laisser faire l'écriture inclusive avec tous les criminels qui veulent nous emmener vers une langue technique. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure très très rapidement la question de la colonisation, de la décolonisation. Pour vous, justement, est-ce que finalement les relations entre la France, l'Afrique, le Maghreb sont systématiquement déterminées par cette histoire de la colonisation qui est souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, agitée par ceux que vous dénoncez comme étant des indigénistes déconstructeurs? Oui et non. Normalement, la colonisation s'est arrêtée dans les années 60 par une catastrophe. Enfin, on peut en discuter, mais la colonisation a prouvé que mettre ensemble des civilisations, ça ne marche pas. Parce qu'on s'est égorgé, même au Maroc, beaucoup moins qu'en Algérie, mais bon. En Afrique noire, c'est un peu différent. Le divorce était très amiable. Mais bon, ça aurait marché, les pays auraient été développés. Or, la France a redonné l'indépendance à des pays qui étaient dans le tiers-monde. Donc la colonisation n'a pas marché. Malheureusement, nous avons remis une couche en ramenant l'Afrique et le Maghreb en France. Donc on a recréé un cadre colonial avec des civilisations en concurrence. Donc effectivement, la colonisation nous accompagnera dans ces relations-là, parce que quand vous avez 1 million de Marocains en France, ben vous avez, sur ce 1 million de Marocains en France, je parle des Marocains, vous avez peut-être 1% de salafistes, vous avez des gens qui veulent apprendre l'arabe, vous avez des problèmes de nature coloniale. Vous avez des problèmes de criminalité, de collaboration judiciaire, économique. Donc, vous avez ces affaires-là. Mais normalement, la colonisation n'est qu'une petite parenthèse dans notre civilisation maghrébine, africaine. Et une parenthèse forte, mais c'est qu'une petite parenthèse. Et je pense que ça dépend beaucoup des pays. Je pense que les Africains, les Marocains, les Tunisiens sont prêts à dépasser ça. Parce qu'ils ont d'autres obsessions. Et vous avez en Algérie, vous avez une fixation sur la France, tout ça. Mais là, c'est une psychanalyse qu'il faut faire sur le divan entre la France et l'Algérie. Alors, vous évoquez évidemment aussi la question de l'islam. Est-ce qu'il est moyen, ce que vous expliquez finalement dans cette crise de l'identité, qu'il y a une partie peut-être des plus jeunes générations qui vont embrasser l'islam. Pour eux, c'est une façon de dire non à la France. C'est du moins ce que vous écrivez, parce que pour eux, tout simplement, l'islam, c'est un peu l'antithèse de l'identité française. C'est finalement tout simplement dire en d'autres termes que l'islam et la France ne sont pas compatibles, Driss Ghali. Ah, c'est sûr, c'est une évidence qui peut me coûter ma vie sociale, mais c'est vrai. Enfin, on s'est construit l'un face à l'autre. Un exemple, il n'y a jamais eu de mariage dynastique princier entre le nord et le sud de la Méditerranée. Voilà, c'est simple. Parce que c'est le mariage qui crée l'intimité. Il y a eu des mariages entre les Espagnols et les Byzances, les Portugais, les Anglais, les Habsbourg et les Français, mais il n'y a jamais eu de mariage. Le roi Moulay Ismaël du Maroc du XVIIIe siècle, notre roi Soleil, a demandé, je crois, en mariage la fille ou je sais pas quelqu'un de la famille de Louis XIV. Refus. C'est simple. On s'est toujours construit l'un face à l'autre. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez et puis l'islam est un très grand universalisme. C'est une antithèse de la France. Et il faut que les deux existent, parce que les deux sont un chemin vers l'élévation de soi. Je sais que je vais énerver mes amis de droite, mais dans l'islam, il y a une élévation vers soi, au-dessus de soi, particulière, paradoxale, critiquable. Mais bon, il n'y a pas que nous qui avons génocidé. La République française a quand même génocidé des Vendéens. Donc tout le monde a du sang sur les mains. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un jeune des banlieues, moi je le comprends dans un sens, parce que dans l'islam, il a une antithèse immédiate de la France. Ce que je ne comprends pas, c'est que le même vous dit je suis musulman, je vais à la Mecque, je change de prénom,
voilà, je prends un prénom musulman, je ne veux pas m'assimiler, ça je comprends, je peux comprendre. Mais en même temps, il chante Nique ta mère. Parce que là, ça je ne peux pas comprendre. C'est que nous avons aujourd'hui, parce que pour lui c'est logique, parce que dans le rap américain, il voit aussi l'antithèse de la France. Dans l'américanisation, il y a l'antithèse de la France. Aujourd'hui, pour les diasporas, il y a deux chemins. C'est très grave. Il y a le chemin de l'américanisation, et elles ont compris que l'Amérique, c'est l'antithèse de la France, spontanément. Elles ont compris des choses que nos grands intellectuels n'ont pas compris, que l'Amérique est notre ennemi. Pas le peuple américain, mais l'Amérique, Obama, Trump, Biden, ils ne veulent pas notre bien. Parce que tout le pognon du monde de la Silicon Valley n'achètera pas une crème brûlée. Ils ne peuvent pas avoir Versailles, même s'ils l'achètent. Donc ça les rend dingues de notre raffinement, avec deux clopinettes. Nous avons, voilà. Et vous avez notre antithèse, c'est l'islam. Donc vous avez aujourd'hui des rappeurs qui sont capables de dire nique ta mère le matin et de prier le soir. Et ça, c'est dommage pour les diasporas parce que ce sont deux pièges. Parce qu'on ne va nulle part avec la mécanisation, ni avec cette islamisation qui ne s'assume pas. Parce que, ok, on ne veut pas de la France, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que c'est juste un cri de douleur que j'entends. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que soit on repart dans les pays d'origine, mais là, bon courage, parce que les Français binationaux, Marocains, Algériens, Tunisiens, ne sont pas attendus au Maghreb. Hein. Il n'y a pas de place. Tout est pris par les oligarchies. L'économie est fermée, l'islamisme est verrouillé, même en Algérie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en tôle. Ils vont aller en tôle ou ils vont se soumettre. Donc à la limite, il vaut mieux se soumettre à la France que se soumettre aux oligarchies qui ont ruiné le Maghreb. Alors, on arrive plutôt à la fin de cet entretien. Driss Ghali, si on revenait sur des grands thèmes centraux qui sont évoqués dans votre essai, les termes d'intégration, d'assimilation, de métissage et bien sûr de séparatisme que vous utilisez dans le titre, concrètement, pour vous, à quel modèle faut-il croire et, j'allais dire, à quel avenir faut-il s'attendre? Ce qui n'est pas du tout pareil. Alors, ouais. Bon, dans ces matières-là, il faut être très modeste parce que on est souvent surpris. Donc, moi, je m'attends au clash, je m'attends à des heures sombres. Enfin, on y est déjà. Quand on voit le niveau de censure qu'il y a sur les réseaux sociaux, nous sommes déjà dans les heures sombres. Mais bon, je m'attends à une convulsion sociale, voire à la guerre civile. Au moins au séparatisme, qui passera par la violence, c'est-à-dire la séparation des corps. Nous avons déjà ça dans nos villes, mais on ira peut-être plus loin. Très modestement, j'espère être contredit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire notre révolution intellectuelle, à droite comme à gauche, surtout à droite. Moi, la gauche, de toute façon, elle a quitté la galaxie pour ne pas voir le résultat de sa politique. Donc, elle est déjà dans le wokisme, elle est perdue. À droite, nous, on croit encore à l'assimilation. Je pense qu'elle est derrière nous. L'assimilation est un sport d'élite. Ceux qui peuvent s'assimiler, ils s'assimileront naturellement, pas besoin de les envoyer à l'école. Ils s'assimileront tout de suite. Et vous avez un stock, je parle de stock même si je ne devrais pas parler, c'est péjoratif, il y a un stock d'êtres humains qui ne s'assimileront pas et qui ont des papiers français. Ce que je propose, c'est une stratégie pour leur faire une place. En tant que, j'utilise le terme d'associés. Ils sont associés à la France. Il y a un contrat qu'il faut qu'on dessine, un contrat social nouveau, avec ce peuple nouveau, de dire, voilà, écoute, tu veux t'appeler Driss, tu ne t'appelleras pas Vincent, ok, très bien, mais tu ne voteras pas aux élections. Par exemple, tu voteras qu'au municipal, tu ne voteras pas au présidentiel. Tu veux porter le voile, d'accord, très bien, mais tu ne le porteras pas à l'école, tu ne le porteras pas, je ne sais pas, en entreprise, tu le porteras dans la rue, mais tu ne voteras pas. Ce sont des peuples qui viennent de l'arbitraire. Nous, les Marocains, par exemple, nous vivons dans une société de l'inégalité et de la discrimination. L'apartheid n'a pas été inventé par l'Afrique du Sud, nous le vivons chez nous, depuis toujours. Donc on peut accepter un certain degré d'inégalité du moment qu'on reste en France, mais qu'on ne soit pas attaqué toute la journée par les assimilationnistes. Parce que il faut qu'on sache foutre la paix aux gens, mais qu'on leur donne un cadre stable. Et de petit à petit, si Dieu nous aide et si nous sommes sérieux, on aura à un moment donné l'adoption. C'est-à-dire qu'il y a l'assimilation, il y a l'association, et il y a à un moment donné des gens qui seront adoptés par la France. Donc je pense que par exemple, demain, si on n'a pas la guerre civile, si on travaille bien, on pourrait avoir des musulmans, des Français qui s'appellent Barack Obama, qui s'appelle, je ne sais pas moi, qui s'appelle Mohamed, qui portent en eux le Maghreb, parce que les gènes parlent plus fort, mais qui sont de véritables Français, qui respectent la laïcité. Mais je pense qu'il faut que, pour qu'on arrive à ça, pour qu'on arrive à cette adoption, c'est-à-dire, c'est comme un enfant adopté dans une famille.
Parfois, vous adoptez des enfants qui sont noirs dans une famille de blancs. Vous n'allez pas lui changer la couleur de sa peau. Ce serait ridicule et criminel. Vous l'acceptez tel qu'il est. Pour que les Français acceptent des gens qui s'appellent Mohamed, qui soient français, qui fassent les prières, il faut que tout le monde fasse un effort. Mais ça prendra des générations. Et je pense qu'il faut passer par un SAS. C'est l'association. Voilà. Il faut que tout le monde se rassure. Parce que là, nous sommes tous à couteau tiré des deux côtés. Et ça ne peut que mal se terminer. De toute façon, ça fait le succès politique de tous les partis. Tout le monde se gave des votes des Français qui ont peur du remplacement, des Français qui aiment le remplacement parce qu'ils existent, ils votent Ébric Caron, et tout le monde est content. Et ça nous mènera à la guerre civile. Il faut qu'on arrive à dédramatiser la situation, il faut qu'on dise la vérité. Il faut aussi reprendre la main, je reprends ce que vous préconisez à la fin de votre essai, reprendre la main sur, j'allais dire, la culture, la soft power, on va dire. Vous parliez tout à l'heure de Cyril Hanouna ou de Sandrine Rousseau, vous parlez également d'Al Jazeera et vous dites qu'il faudrait faire notamment des chaînes de télévision à destination des diasporas installées en France pour arrêter, je vais reprendre ce dont vous parliez tout à l'heure, pour arrêter ces clips de rap qui enseignent nique ta mère et au contraire aller vers peut-être l'enseignement d'islam plus compatible avec la France, puisque selon vos propos, l'islam ne l'est pas forcément. Vous parlez notamment de l'islam soufi. Comment vous voyez ça? Parce que c'est très intéressant et c'est en même temps très novateur comme approche. Tout à fait. Je pense qu'il faut organiser l'impuissance du peuple immigré. C'est-à-dire qu'il y a un peuple immigré qui est en train de se cristalliser, en train de se former. Il va fusionner les subsahariens et les maghrébins sous l'emblème de l'islam et du refus de la France. C'est en train d'arriver. Je vois de plus en plus de très belles filles noires, peu dans le métro parisien, voilées. Bon. Donc, c'est en train d'arriver. Donc, si j'étais M. Darmanin, si j'aimais la France, ce qui est incompatible, mais imaginons, eh bien, mon travail, j'aurais un cabinet qui travaillerait sur comment rendre impuissant ce peuple-là et l'empêcher de se cristalliser. Là, il y a dans ce peuple-là un refus de la France et surtout, il n'est pas généralisé, mais il existe. Il y a une demande religieuse spirituelle à laquelle Sandrine Rousseau, Cyril Hanouna, Madame Belkacem, Madame Benater ne peuvent pas répondre. La laïcité n'a rien à dire à ce peuple-là. Eh bien, il faut leur donner une réponse par l'islam qui existe et qui est compatible avec la France, en tout cas qui ne veut pas nous casser la gueule. C'est l'islam soufi, soufi arabe ou soufi africain, les Tijanis, les Mourides. Ce sont des gens qui veulent une véritable... Ils ont des réponses spirituelles que nous, on n'a pas en France. On n'a pas. Parce que nous avons tué Dieu, Jésus, et nous avons transformé la laïcité en un cirque. Et qui ne veulent pas casser la gueule à la France. Les Tijanis, les Mourides ne veulent pas la révolution en France. Ce ne sont pas les frères musulmans. Et nous avons aussi un pôle audiovisuel aujourd'hui, là on discute de la redevance à l'Assemblée, qui ne sert à rien par rapport aux diasporas. On dépense des milliards d'euros par an, alors que les diasporas ne regardent pas Ruquier. Moi j'ai de la famille en France. Elles ne regardent pas la télévision française parce qu'elles ne veulent pas voir un homme embrasser une femme à la télé. Imaginez deux hommes s'embrasser. Donc cette diaspora de ma famille, elle regarde la télévision marocaine. Elle regarde Al Jazeera et elle a raison dans un sens. Je la comprends. On ne peut pas imposer aux gens des choses qu'ils n'acceptent pas. Donc il faudrait qu'on fasse des chaînes de télévision. Maintenant avec la web télé, c'est très facile. Des chaînes de radio, FM, qui parlent Wolof, Pashtun, Tamoul, Kabyle, arabe marocain, arabe algérien, arabe égyptien, et qui disent ne parlons même pas de l'islam parce qu'on ne sera pas trop crédible. Parlons déjà de ce que c'est que la France. Vous avez aujourd'hui des gens qui arrivent en France qui ne comprennent pas ce que c'est que la France. Vous avez des Pakistanais qui font des plats dans les restaurants parisiens, des plats vendus à 20 euros faits par des Pakistanais clandestins. Ces gens-là ne connaissent pas la France parce qu'ils ne parlent pas le français, déjà, à la base. Et puis, ils voient de la France que le patron qu'ils exploitent. C'est normal qu'ils détestent la France. Il faut qu'on leur explique ce que c'est que Versailles. Moi, je rêve d'une émission en arabe ou en kabyle sur la rue de Rivoli, qu'on explique aux immigrés que c'est que la rue de Rivoli. Il faut qu'on arrive à expliquer ce que c'est que la France, de manière dédramatisée aux diasporas, et parce qu'aujourd'hui, on leur dit, qu'est-ce qu'ils voient de la France? Ils voient Laurent Ruquier, ils voient Macron, qui crache sur son pays toute la journée, et ils voient, vous avez la repentance Papendiaï. On ne peut pas s'attendre à un miracle. Il faut qu'on arrive à communiquer avec ces gens-là, mais dans leur langue. Parce que sinon, on va continuer à perdre 50 ans. Pendant ce temps-là, Al Jazeera communique avec eux. Le Maroc communique. Erdogan, lui, il communique avec les loups griffes, je ne sais pas quoi. Et nous, on est là comme des naïfs, des grands enfants. On paye les factures de la CAF, on envoie les CRS et on s'indigne. Il faut qu'on sorte de l'indignation.
toute dernière question, cette fois, Driss Ghali. Je constate que finalement, vous ne croyez plus vraiment à l'assimilation. Vous m'avez expliqué que vous étiez un cosmopolite, que vous étiez installé au Brésil, que vous étiez né au Maroc, que vous aviez vécu en France. Et je constate que sur cette demi-heure d'interview, vous n'avez dit que nous pour parler de la France et des Français en parlant de vous-même. Parce que finalement, ce n'est pas vous l'exemple à suivre. Le problème, c'est que je fais partie d'un monde. Moi, je suis un peu artiste, donc j'ai une sensibilité qui me permet de vivre dans les deux mondes et je souffre beaucoup. Moi, je souffre quand je vais à Paris, je vois un kebab. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Donc, je ne souhaite pas ça à mes amis maghrébins, algériens, sénégalais, parce qu'ils vont devenir aussi malades que moi. Parce que s'assimiler, c'est souffrir quand on voit un kebab devant Notre-Dame. Donc, moi, je dis nous quand je suis marocain, quand je dis nous quand je suis français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs chemins de l'assimilation ou de l'adoption. Avoir des succès ensemble, ça permet de s'assimiler. Parce que moi, je me suis assimilé par mon éducation, par la littérature, par tout ça, mais on peut s'assimiler juste en faisant une guerre ensemble. Ça a permis de faire les goumiers. On peut s'assimiler aussi en faisant un pôle économique, une croissance économique. Si on arrivait à refaire le Concorde, le TGV entre musulmans de France, noirs de France et Français de souche, c'est ça l'assimilation. Je trouve qu'il ne faut pas qu'on demande à Mamadou de devenir Vincent en une génération. Mais si Mamadou a partagé avec vous la joie du succès, parce qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on raconte aux immigrés et aux Français de souche l'échec. Parce qu'on s'est désindustrialisé, on est au chômage, on a l'inflation, on n'a pas fait Facebook. Faisons Facebook ou Google ensemble, et là, on aura de quoi être fier. Et là, vous aurez la fusion, parce que l'assimilation, c'est la création de liens émotionnels. C'est l'amour, le mariage, la bouffe, mais aussi le succès. Il faut qu'on fasse du pognon ensemble. Et c'est dommage que M. Macron n'ait pas délivré sa promesse libérale, parce que si on avait fait du pognon ensemble, si on s'était enrichi ensemble, il y aurait eu plus de fraternité. Aujourd'hui, il n'y a rien, il y a de la concurrence parce qu'on se dispute pour les miettes. Monsieur Macron a réussi, il a fait Uber. Ben, il a fait Uber, sauf qu'il a raté un petit détail. Uber est une boîte américaine. Donc la Startup Nation de la Californie, oui. Mais Uber n'est pas une boîte française. J'espère que quelqu'un, monsieur Attal, lui transmettra cette petite subtilité. C'est dommage, hein. Merci beaucoup, Driss Ghali, en tout cas, d'avoir accordé cet entretien à TV Liberté. Et puis, en espérant vous croiser la prochaine fois que vous viendrez en France, directement, ce sera plus simple. Ça m'a fait très plaisir et vous faites un très grand boulot pour la France. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur.